Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va passer en revue l'intégralité de mon setup. Donc on va voir mes caméras, mes drones, mes accessoires et mon ordinateur. On va parler des prix parce que la photo et la vidéo c'est un loisir assez onéreux et ensuite je vous donnerai quelques conseils si vous aussi vous avez envie de vous lancer dans l'aventure. Ma caméra principale, c'est le Sony Alpha 7 III sorti en 2018 accompagné d'un seul objectif, le Samyang 35-150 mm f2 2.8 lancé en 2024. Côté point fort, c'est un plein format de 20 mégapixels qui filme en 4K jusqu'à 30 images par seconde avec un autofocus ultra fiable et de bons résultats en basse lumière grâce à son grand capteur et ses deux ISO natifs 800 et 4000. Il est polyvalent en mode APS-C, c'est-à-dire en exploitant que le milieu du capteur, je peux pousser jusqu'à 225 mm sans perte de résolution. Il a une excellente autonomie, deux batteries couvrent souvent une grosse journée de tournage, une prise en main agréable et sécurisante, il est tropicalisé et profite de l'énorme écosystème d'objectifs Sony. Et comme il a déjà 7 ans, on le trouve à un prix d'occasion très raisonnable. Côté faiblesse, l'ensemble est très lourd et encombrant, environ 2,3 kg avec micro et filtre. L'angle minimal de 35 mm peut être un peu limitant pour cadrer de grands bâtiments et on n'a pas de ralenti en 4K, seulement 100 fps en Full HD, mais c'est moins joli. Ensuite, il plafonne à un bitrate maximum de 100 Mbps par seconde en couleur 8 bits, ce qui peut montrer ses limites en contre-jour extrême, même si ça suffit largement 99% du temps. Et bien sûr, le plein format implique des objectifs souvent chers et massifs. En termes de budget, le boîtier neuf coûte environ 1800 €, mais on le trouve aujourd'hui d'occasion entre 900 et 1200 €. L'objectif tourne entre 1000 et 1200 €, encore trop récent pour le trouver considérablement moins cher de seconde main. Malgré son encombrement, c'est une config ultra polyvalente que je recommande les yeux fermés. Mais n'oubliez pas, la meilleure caméra c'est pas forcément la plus grosse, c'est celle qu'on a sur soi quand il se passe quelque chose et c'est pas toujours le cas d'une caméra aussi envahissante. Vous pourrez la voir en action dans ma vidéo voyage sur la Bosnie et dans toutes celles qui ont suivi et qui suivront. Ma deuxième caméra principale, c'est un Fujifilm X-T4 avec 3 objectifs, le Fuji 16 mm f1.4, le Viltrox 56 mm f1.4 et le Fuji 70-300 mm f4 5.6. C'est un boîtier de 2020 et les objectifs ont peu ou prou le même âge. C'est un APS-C de 24,6 mégapixels capable de filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. En termes de points forts, on retiendra qu'il a déjà 5 ans, donc pas très cher sur le marché de l'occasion. Son éventail d'objectifs est très polyvalent et bénéficie des grandes ouvertures des focales fixes ou de bonnes performances en basse luminosité. Son écran sur rotule permet de se voir dans le retour caméra quand on se filme soi-même. Il est tropicalisé sauf en 56 mm. Il propose un enregistrement 400 Mbps par seconde couleur 10 bits en interne pour une très grande marge de manœuvre en post-production. Il permet des ralentis 60 fps en 4K. Il jouit d'une bonne stabilisation du capteur. Et on bénéficie de l'écosystème Fuji qui, même s'il est moins étendu que celui de Sony, offre quand même beaucoup d'optiques disponibles en monture X. Côté point faible, le bas blesse. Sa prise en main est moyenne à cause d'une poignée trop superficielle, sa configuration en plusieurs objectifs peut devenir un enfer logistique. Son autofocus rate souvent sa cible et souffre de lenteur et de pompage. Son plus petit capteur n'offre pas des montées en ISO aussi qualitatives que le Sony, et le pire, c'est sa fiabilité. Son capteur m'a lâché 3 ans après l'achat neuf et aujourd'hui, après tout au plus quelques heures d'utilisation après un dépannage à 400 €, j'ai à nouveau eu des signes de défaillance. Je peux donc pas décemment vous recommander un appareil à ce prix-là avec des problèmes de cette ampleur. Parlons prix justement. Le boîtier neuf vous reviendra à 1500 € en 2025 et autour de 1000 € pour une belle occasion. Le 16 mm sera autour de 850 € neuf, 500-600 d'occasion. Le 56 mm 225 € neuf, autour de 150 d'occasion. Et le zoom 900 € neuf est dans les 700 € d'occasion. Un peu comme une supercar est géniale quand elle n'est pas chez le garagiste, cette config est excellente mais souffre de gros problèmes de fiabilité. Vous pourrez la voir en action dans toutes les vidéos plus anciennes que le projet Balthazar, entre ma vidéo sur Malte et mes vidéos sur la Roumanie. Ma première caméra secondaire, c'est la GoPro Hero 10 Black de 2021 que je vais utiliser quand j'ai besoin d'étanchéité ou de la fixer quelque part pendant que je fais autre chose. En termes de points forts, on notera une excellente stabilisation numérique et la possibilité de faire des ralentis à 120 fps en 4K. L'enregistrement du son est étonnamment bon pour une caméra d'action et c'est une caméra très solide qui a survécu à de nombreux mauvais traitements de ma part. Elle est étanche sans nécessité de coque de protection et elle dispose de nombreux accessoires de fixation et elle est très facile et intuitive d'utilisation. Les points faibles sont moins nombreux mais beaucoup plus graves. C'est une caméra qui surchauffe et qui bug souvent. En cas de freeze, il faut sortir et remettre la batterie, ce qui est impossible si vous êtes dans l'eau. L'autonomie de moins de 40 minutes est ridicule, le capteur est petit, 1 sur 2,3 pouces, d'où de mauvaises performances en basse lumière, et la déformation type fisheye du grand angle est très disgracieuse. On peut le bypass en filmant moins large, mais on perd un peu l'intérêt de la caméra d'action. Côté prix, elle coûtait 430 € quand elle est sortie et aux alentours de 300 € aujourd'hui, qu'elle soit neuve ou non.
En raison de ces problèmes de fiabilité récurrents, je ne vous la recommande absolument pas et je vous recommande de partir sur la caméra Osmo Action de chez DJI qui est supérieure en tout, de la fiabilité à la qualité d'image et qui en plus est moins chère. Vous pourrez la voir en action dans toutes les vidéos de ma chaîne où elle était la seule solution viable dans les conditions où elle a été utilisée. Tant qu'on parle de DJI, ma seconde caméra secondaire c'est l'Osmo Pocket première génération de 2018. C'est une caméra de poche stabilisée dont je vais me servir en bonne lumière quand j'ai besoin d'être discret pour faire du vlog en facecam. Parmi ses points forts, on relèvera son excellente stabilisation mécanique. Son autonomie est exemplaire, il est très difficile d'en arriver à bout en une journée. Elle est très fiable, sa captation du son est plus que correcte, sa prise en main est superbe et elle jouit d'une excellente qualité de fabrication et d'un poids plume de 116 grammes. En plus de ça, elle est capable de ralentir en 4K à 60 images par seconde. Très bonne caméra dans l'ensemble, elle n'a que 2 défauts véritables, son petit capteur d'1 sur 2,3 pouces, médiocre en basse lumière, et son très petit écran bien qu'il soit très réactif. Côté budget, elle affichait un prix assez salé de 350 € à sa sortie en 2018, mais vous la retrouverez aujourd'hui aux alentours de 200 € d'occasion. Je la recommande sans sourciller, surtout si votre budget est serré, mais l'investissement supplémentaire pour acquérir l'Osmo Pocket 3 à 540 € est tout à fait pertinent, étant donné qu'elle conserve toutes les qualités de sa grande sœur tout en corrigeant ses défauts avec un capteur d'1 pouce et un écran plus grand. Vous pourrez la voir dans toutes mes vidéos où j'ai eu besoin de faire profil bas ou dans mes plans facecam. Ma troisième caméra secondaire, c'est tout simplement mon téléphone, l'iPhone 15 Pro de 2023. Je m'en sers de caméra surtout quand j'ai rien d'autre sous la main. Je vais pas vous le présenter en long, en large et en travers, tout le monde connaît l'iPhone. C'est un appareil réactif, fiable et qui bénéficie d'excellentes finitions comme tous les produits Apple. Ces 3 appareils photo sont tous exploitables, ils permettent de filmer dans des profils d'image très avancés, idéal pour la post-prod et son autonomie est satisfaisante dans l'ensemble. Côté point faible, évidemment, c'est effroyablement cher pour un téléphone et la compatibilité avec un ordinateur Windows est limitée et limitante. En gros, c'est des emmerdes pour rien. Il n'a que 128 Go de stockage non extensible en spec de base et c'est clairement pas assez si vous filmez et photographiez beaucoup avec. Je le recommande dans le sens où c'est un excellent smartphone, surtout si vous avez un Mac à la maison, mais à ce prix, tous les smartphones Android sont aussi de très bons choix. C'est, et ça restera toujours, une question de goût. Côté budget, il coûtait 1229 € à sa sortie, aujourd'hui en reconditionné on le trouve entre 850 et 1000 € en spec de base, et c'est difficile de le trouver neuf en 2025. Vous le verrez en action sur les stories que je poste sur Instagram où vous devriez me suivre, @lebourbistan. Mon drone, c'est un DJI R3S de 2024, c'est tout simplement un monstre. Comme toujours chez DJI, la qualité de fabrication est irréprochable. Il a une nacelle parfaitement stabilisée sur laquelle sont montés un capteur principal grand angle 1 pouce de 50 mégapixels et un téléobjectif 1 sur 1,3 pouces équivalent 70 mm de 48 mégapixels. Il a toutes les options dont vous puissiez rêver, des ralentis 4K 120 fps, un super profil d'image logarithmique, des filtres ND inclus dans le carton, des capteurs de sécurité dans toutes les directions et 42 Go de mémoire interne si vous oubliez votre carte SD. En pack complet, il sera livré avec 3 batteries d'une autonomie supérieure à 40 minutes, c'est exceptionnel, et d'une télécommande à écran très lumineux intégré, d'une très bonne autonomie également, et doté d'un retour vidéo à l'épreuve des balles. Il est extrêmement fiable avec une portée théorique de plus de 10 km et il est super facile d'utilisation. Il faut être un singe pour réussir à l'emplafonner dans un mur. Malgré sa taille, il fait un bruit sourd d'une intensité raisonnable grâce à ses très grandes hélices. Il est rapide, à 70 km/h en vitesse de pointe, et il jouit d'un plafond d'altitude exceptionnel de 6000 mètres au-dessus du niveau de la mer, tout en faisant preuve d'une résistance impressionnante au vent. Son seul défaut, évidemment, c'est qu'il est gros et lourd à 724 grammes en configuration de vol. Les drones de plus de 250 grammes sont soumis à pas mal de restrictions dans plein de pays, notamment en Occident, alors il faudra surveiller ça de près si vous voulez pas vous retrouver en tôle pour un bête plan aérien. Question prix, il est disponible en France pour 1600 € en pack Flymore Combo qui comprend le drone, la télécommande à écran intégré, 3 batteries, un set de filtres ND et une sacoche de transport. Pour des raisons qui m'échappent, il est beaucoup moins cher au Japon où je l'ai acheté pour 1100 € alors que c'est un produit chinois. C'est possible de l'acheter sans le pack mais c'est tellement limitant que ça vaut pas le coup et que du coup je vais même pas vous en parler. Est-ce que je recommande cet avion de chasse de la photographie aérienne ? Absolument. Vous ne pourrez le voir en action sur la chaîne qu'à partir de ma vidéo sur l'Indonésie qui n'est pas sortie ni même montée pour l'instant, mais je vous diffuse quelques images là tout de suite pour le plaisir des yeux. Les plans drone du début de la chaîne ont été filmés avec un DJI Mavic Air première génération de 2018. Les plans du projet Balthazar pendant l'arc Van Life et ceux tournés en Bolivie ont été tournés avec un DJI R2S, tandis que les plans drone de la vidéo sur les Philippines ont été tournés avec un DJI Mini 4 Pro.
Tous ces drones sont recommandables, le Mavic Air première génération pour les budgets très serrés, le R2S pour sa qualité supérieure à prix doux, et le Mini 4 Pro selon moi le meilleur compromis qui allie fiabilité, prix raisonnable, très bonne qualité d'image et un poids inférieur à 250 grammes qui vous permettra de vous affranchir de nombreuses réglementations. Les accessoires, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy, mais ça n'en est pas moins important. Pour avoir de beaux flous de mouvement en plein jour à pleine ouverture, j'utilise systématiquement le filtre ND variable 2.5 82 mm magnétique de chez Neewer. Son point fort principal, c'est qu'il est magnétique, donc exit la flemme de l'utiliser, il y a juste à le coller sur la bague d'adaptation vissée sur l'objectif. Comme il ne réduit la luminosité que de 2 à 5 stops, il ne souffre pas de chiffre de couleur important sur les coins ni d'horribles croix irrattrapables en post-prod. Ses points faibles, c'est les mêmes que ses points forts. La fixation magnétique n'est pas très robuste et du coup le filtre se casse souvent la gueule et ne réduire la luminosité que d'entre 2 et 5 stops, c'est pas énorme, mais ça me suffit 99% du temps dans ma config. C'est possible d'ajouter un filtre ND fixe en plus pour le 1% restant, mais honnêtement, la flemme. Côté budget, c'est raisonnable à 61€ sur Amazon et apparemment 44 sur AliExpress si vous leur faites confiance. Mon micro externe, c'est le Sony ECM-B10 de 2022. Il propose une excellente qualité sonore. Pas besoin de câble car le signal passe par la prise flash du boîtier, pas besoin de batterie non plus car il est alimenté par cette même prise. Il est équipé de filtres, de différents modes d'enregistrement et d'atténuation du signal directement sur les potards du micro, et sa forme qui ne dépasse pas vers l'arrière permet de ne pas obstruer le viewfinder quand vous vous en servez. Et ce dernier point, croyez-moi, il compte plus que vous ne l'imaginez. Côté défaut, il est assez proéminent et peu discret en vous donnant une gueule de journaliste. Il est monté sur un amortisseur en caoutchouc fragile que j'ai d'ailleurs cassé l'année dernière. Il était un peu cher à la sortie, et le plus limitant c'est qu'il n'est compatible qu'avec des boîtiers Sony et il n'est pleinement exploitable qu'avec les derniers modèles. Niveau budget, il coûtait 250€ l'année de sa sortie, mais on le trouve aujourd'hui pour 150€ sur Amazon, et à ce prix-là, faut pas se priver. En ordinateur, j'ai un MacBook Pro M2 Pro 16 pouces de 2022 duquel je suis très satisfait. Il est puissant, un superbe écran, il est fiable, très bien fini, silencieux, il chauffe peu et a une très bonne autonomie. En point faible, il est évidemment cher à 3000€, les 16 Go de RAM en spec de base sont limitants même si c'est bien géré, 32 serait plus confortable mais ça coûte de l'ordre de 500€ de plus. Il n'est pas upgradable car tous les composants sont soudés et la compatibilité avec les smartphones Android est plus que chiante. Je le recommande sans souci si vous voulez absolument une config nomade, sinon faites-vous une grosse config Windows fixe qui sera moins chère, upgradable et tout aussi efficace. En disque dur, j'ai deux SSD Samsung T7 de 2 Tera chacune, une pour bosser, l'autre en backup. J'ai rien à leur reprocher, c'est fiable, compact, bien fini et rapide. Ça coûte 150€ pièce et je les recommande les yeux fermés même si vous faites pas de vidéo. J'ai aussi un Seagate expansion de 8 Tera, tout aussi fiable et robuste pour stocker les rushs sur lesquels je suis pas en train de travailler et pour faire de la backup. En revanche, il est plutôt lent et bruyant parce que c'est une HDD de 3 pouces 5 et il nécessite l'utilisation d'une alimentation externe sur secteur. Je compte en acheter un deuxième pour backup le premier parce que je suis un peu parano avec ça. Pour environ 250€, je le recommande sans souci si vous avez un gros volume de données précieuses à stocker, sinon il existe évidemment des alternatives moins chères. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? La chose la plus importante à retenir de cette vidéo, c'est que vous n'avez pas besoin de tout ce que je vous ai montré. Ce qui compte avant tout, c'est pas la caméra avec laquelle vous filmez, mais vous et ce que vous en faites. Il vaut mieux être un très bon photographe et un très bon vidéaste avec un iPhone ou avec l'Osmo Pocket 3 que je vous ai présenté plus tôt, qu'être un vidéaste à la manque, nul à chier, ou un mauvais photographe et avoir un boîtier, un objectif à 15 000€. Le matériel, c'est une chose, c'est chouette de pouvoir investir dedans, vous allez avoir évidemment une meilleure qualité d'image, plus de marge de manœuvre en post-production, mais vous n'avez pas besoin d'investir autant dans le matériel. Idem pour l'ordinateur, c'est cool d'avoir un ordi puissant qui tabasse, mais il y a des moyens de contourner les limitations de puissance, en passant par des proxys notamment. L'occasion, c'est bien pour les objectifs, c'est un peu moins bien pour les boîtiers. Mettez plus d'argent dans les objectifs que dans les boîtiers, et pour l'ordinateur, pas besoin d'une machine de guerre comme un MacBook Pro. Je prends un ordi correct quand même, mais il y a toujours des moyens de bypass les limitations. La vraie limitation quand vous allez vous lancer dans la photo et la vidéo, ça va être votre créativité. Achetez plus quand vous pouvez vous le permettre, mais commencez avec un iPhone ou un très bon smartphone Android ou un Osmo Pocket 3 sans drone, sans rien de tout ça, avec un ordinateur commun, ça suffit largement. Ça suffit largement. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Abonnez-vous, commentez, likez, et on se dit à la prochaine pour la vidéo la plus longue de la chaîne, celle sur le Japon. La bise.